Le crétinisme est un ensemble de troubles physiques et de retard mental, liés à une insuffisance thyroïdienne, par carence environnementale en iode. Historiquement, on distingue le crétinisme goitreux endémique dû à une carence en iode dans certaines régions, et le crétinisme infantile sporadique par absence de thyroïde, ou trouble génétique de synthèse des hormones thyroïdiennes. Le crétinisme endémique a été éliminé par l'utilisation de sel de table, et d'autres aliments, enrichis en iode. Le crétinisme infantile sporadique, est éliminé par un dépistage systématique de l'hypothyroïdie à la naissance, au 3e jour, mis au point dans les années 1970. En France, ce dépistage systématique est généralisé depuis 1979. Le terme crétin a d'abord été un terme médical historique, 19e siècle, avant de devenir une insulte politique et idéologique. Il devient d'emploi populaire courant au cours du XXe siècle. Le terme est utilisé pour dénoncer la bêtise individuelle ou collective, mais par ironie, se revendiquer soi-même crétin, est aussi une façon de contester l'ordre établi. La crétinerie assumée relève alors du domaine burlesque, pour briser des règles ou casser des codes. Bien que l'étymologie du mot crétin soit encore considérée comme incertaine par certains auteurs, plusieurs spécialistes contemporains de l'étymologie du français, tels Alain Reillat ou Walter von Warburg, estiment que l'explication la plus vraisemblable est de faire dériver crétin de chrétien, par euphémisation. Un crétin étant considéré comme un innocent, un bienheureux, ou parce que les arriérés étaient recueillis, au Moyen Âge, dans les monastères. Pour Émile Littré et Pierre Larousse, l'étymologie probable est l'allemand, Kredling, crétin, dérivé de cred, craie, à cause de la couleur blanchâtre de la peau des crétins. Les expressions de crétin des Alpes et goitreux du Valais viennent des premières descriptions historiques, faites dans ces régions d'endémie. Les tuméfactions du cou sont connues depuis l'Antiquité. En Occident, l'existence de la thyroïde chez l'homme n'est reconnue qu'au XVIe siècle, et la notion de goitre survenant par élargissement de la glande thyroïde est établie en 1619, par Girolamo Fabrizi da Capandante. D'autre part, les termes crétin et crétinisme pouvaient désigner tout retard mental, accompagné ou non de goitre. La première représentation européenne de crétinisme associée au goitre se trouve dans le livre des modèles de l'abbaye de Reims en Autriche, où René Musterbusch, daté de 1215. On y voit un personnage avec un goitre trilobé, en 3 lobes, brandissant d'une main le sceptre des fous, et de l'autre une grenouille. À partir du XVIe siècle, notamment avec Paracelse, l'association entre crétinisme et goitre endémique se fait progressivement. La première définition du crétin goitreux apparaît en 1754, dans l'encyclopédie de Diderot, c'est celle d'un imbécile sourd-muet avec un goitre descendant sur la poitrine. À la fin du XVIIIe siècle, le crétinisme goitreux endémique est caractérisé par des auteurs, comme Horace Bénédicte de Saussure, Voyage dans les Alpes, 1779, 1786, ou Louis Ramond de Carbonnières, Observations faites dans les Pyrénées, 1789. Les caractéristiques cliniques sont bien définies par François-Emmanuel Fodéré, Essai sur le goitre et le crétinage 1792, et Traité du goitre et du crétinisme, 1799. Fodéré attribue le crétinisme à la qualité de l'air, épais, humide et stagnant des fonds de vallée. D'autres comme Vincent Zouma-Lacan, 1744-1816, ou Jacob Fidley Ackermann, 1765-1815, l'attribuent à des malformations des os du crâne comprimant le cerveau. L'origine exacte du crétinisme goitreux endémique est discutée jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1867, Saint-Lager compte pas moins de 42 théories dans son étude sur les causes du crétinisme et du goitre endémique. Entre autres, il existe une théorie alimentaire mettant en cause l'alimentation locale, produits laitiers, bouillie visqueuse, salaison, ou la boisson, eau de source trop dure, neige fondue, la théorie vermineuse, vers intestinaux, la théorie infectieuse, recherche d'un germe dans le goitre des crétins. En 1811, Bernard Courtois découvre l'iode.
En 1821, Jean-François Coindet, 1774-1834, découvre l'effet thérapeutique de l'iode, et le chimiste Jean-Baptiste Boussingault est le premier à suggérer, dès 1825, que le déficit en iode pourrait être la cause du goitre endémique, en proposant l'ajout d'iode au sel de table, mais il n'est guère suivi. Dans les années 1850, Gaspard Adolphe Chatin mesure l'iode dans l'eau, et les plantes d'eau douce dans plusieurs régions de France, et conclut aussi à un déficit en iode. L'Académie des sciences félicite Chatin pour ses travaux, mais considère cette théorie comme insuffisamment démontrée. En effet, les thèses de Rudolf Virchow sur la nouvelle pathologie tissulaire et cellulaire prédominaient à l'époque. Dans le cas du goitre, il s'agit d'une croissance excessive, hyperplasie, du tissu thyroïdien. On pensait donc qu'il devait y avoir un excès de substances irritatives ou stimulantes, plutôt qu'un déficit d'une substance nécessaire. Jusqu'au début du XXe siècle, la recherche d'un agent toxique ou toxi-infectieux, particulier au goitre endémique, est menée parallèlement aux travaux sur la carence iodée. D'autant plus que les tentatives de prévention par l'iode posaient des problèmes sociopolitiques, analogues à la chloration de l'eau, notamment la crainte d'effets secondaires, l'iode étant aussi connu comme produit toxique. En 1873, William Lull décrit un état crétinoïde survenant chez les femmes adultes, survenant de façon isolée, état rapidement apparenté au crétinisme endémique, et qui sera appelé myxœdème en 1878, par William Millor, 1834-1902. En 1879, Jacques-Louis Reverdin, 1848-1908, décrit un myxœdème post-opératoire, accident survenant après ablation totale de la thyroïde. En 1891, Georges Redmayne Murray découvre que l'extrait glycériné de thyroïde de mouton peut traiter le myxœdème, hypothyroïdie. En 1895, Eugène Baumann, 1846-1896, isole et analyse les principes actifs des extraits thyroïdiens, obtenant des extraits plus puissants. Par routine de principe, sans y croire, il recherche l'iode dans ces extraits purifiés, et à sa surprise le trouve. En 1915, Édouard Kandal isole la thyroxine, ou T4, molécule iodée portant 4 atomes d'iode, une des hormones spécifiques de la thyroïde. Le lien entre carence iodée et goitre endémique est établi par David Marine, en 1888-1976, dans une région de goitre endémique, Cleveland, Ohio. En 1910, il montre qu'en ajoutant de l'iode dans l'eau, il peut prévenir le goitre d'un poisson d'eau douce, l'omble de fontaine Selvelinus fontinelli. Quelques années plus tard, malgré les oppositions, crainte d'empoisonnement, dans une étude à grande échelle publiée en 1920, il démontre l'effet préventif de l'iode chez les écoliers de Cleveland, 0,2% de nouveaux goitres dans le groupe traité, 21% dans le groupe non traité. La démonstration définitive est faite en 1923 par Jesse Francis Plandon, en 1880-1976, qui parvient à des mesures précises de l'iode dans l'eau et les aliments, avec une corrélation directe entre la basse teneur en iode et la présence de goitre chez l'homme et chez le rat. C'est le médecin valaisan Otto Bayard qui a le premier l'idée de mélanger sel de table et iodure de potassium. Après des essais pratiques dans la vallée de Zermatt, qui montrent une chute rapide des goitres chez les enfants, il communique ses résultats à l'Office fédéral de la santé publique. Plusieurs autres tests ont lieu, notamment dans le canton d'Appenzell, qui introduit l'iodage du sel, après une votation populaire, et la nouvelle commission suisse du goitre recommande, puis finit par imposer l'iodage du sel. La Suisse est ainsi pionnière dans l'introduction d'une prophylaxie par l'iode. En 1924, l'État du Michigan, région de goitre endémique, propose également un sel iodé, après une forte campagne d'éducation du public. En 12 ans, la prévalence du goitre chute de 37% à 8% de la population, pour atteindre 2% en 1951. Les États-Unis généralisent cette prévention, lait et pain iodé. Dans les années 1930, elle existe aussi dans certaines régions d'Espagne, travaux de Gregorio Marangian.
Selon Seguin, des médecins français du XIXe siècle ont été les premiers à envisager la carence iodée, mais ils n'ont pas réussi à convaincre leurs collègues. Des médecins américains ont pu le faire, au début du XXe siècle, grâce aux progrès techniques, mesures fiables et précises de très petites quantités d'iode, et surtout avec une nouvelle forme de pensée, médecine statistique, épidémiologie, santé publique, représentée par des institutions, comme l'université Johns Hopkins, ou la Mayo Clinic. En 1880, Désiré Magloire-Bourneville publie une étude sur le myxœdème infantile, qui serait appelée quelques années plus tard idiocymyxœdématose ou idiot de Bourneville. Un patient deviendra célèbre, car présentant une forme complète, et évolué en parvenant à l'âge adulte, sous le surnom de Pacha de Bicêtre, nanisme, obésité, incontinence urinaire et fécale, idiotie complète. Ces troubles sont attribués à l'hérédité, hérédité dysthyroïdienne, mais les cas d'hérédité directe étant rares, les auteurs de cette période évoquent d'autres facteurs comme l'alcoolisme, la tuberculose ou la syphilis des parents. Les formes graves et précoces, décelées à cette époque avant l'âge de 2 ans, sont alors reliées à une absence congénitale de thyroïde. Dans les années 1950, Stanbury et ses collaborateurs décrivent d'autres formes, avec présence de goitre, en caractérisant plusieurs types biologiques de troubles de synthèse, des hormones thyroïdiennes. Dans les années 1970, un test de dépistage de masse à la naissance est mis au point. Il est généralisé en France depuis 1979, et réalisé au 3e jour de vie, en même temps que le dépistage de la phénylcétonurie et de l'hyperplasie congénitale des surrénales. Depuis les années 1990, les mécanismes de ces troubles sont étudiés selon les méthodes génétiques moléculaires. Les hormones thyroïdiennes interviennent notamment dans le développement et la croissance du squelette, os long, et du cerveau. Une insuffisance hormonale, si elle a lieu pendant l'enfance ou l'adolescence, par carence iodée ou troubles génétiques, peut donc entraîner de graves anomalies du développement physique, nanisme disharmonieux, myxœdème, et mental, du ralentissement intellectuel jusqu'au crétinisme végétatif. Les hormones thyroïdiennes sont essentielles à la synthèse de la myéline, substance isolante qui forme une gaine autour de certains axones, parties de neurones. Sans myéline, les messages nerveux sont ralentis dans leur traversée des neurones, d'où la maturation ralentie du système nerveux, qui provoque les symptômes intellectuels du crétinisme. Le goitre endémique peut être simple, sans déficit hormonal. Il s'agit d'une réaction hyperplasique de la glande thyroïde, qui augmente sa capacité d'absorption pour capter le peu d'iode disponible. Le crétinisme est une complication grave du goitre endémique. Il survient lorsque la carence iodée est telle qu'elle entraîne un déficit hormonal. Tous les intermédiaires peuvent se voir entre l'état normal et le crétinisme complet. On parlait autrefois de crétineux et crétinoïde pour désigner ces états intermédiaires. Dans le cas du crétinisme infantile précoce, myxœdème congénital, il s'agit le plus souvent d'absence congénitale de la thyroïde. Cette absence peut être totale ou partielle. Dans l'absence partielle, la glande thyroïde est réduite à l'état de vestige situé en position anormale sur le tractus thyréoglosse. Plus rarement, il s'agit d'un trouble génétique de la synthèse, ou du métabolisme des hormones thyroïdiennes, mutation génétique selon une transmission autosomique récessive. Le crétinisme endémique, par carence iodée, a quasiment disparu des pays développés. En France, vers 1850, le pays recense environ 20 000 crétins dans ses régions montagneuses, notamment autour des massifs des Alpes et des Pyrénées. Des zones d'endémie goîtreuse sont aussi signalées dans les Vosges, le Jura et le Massif central. Ce crétinisme endémique persiste encore dans plusieurs régions du monde, le plus souvent en moyenne montagne, au plateau, vallées profondes de haute montagne, en Afrique et en Asie centrale. Dans les années 2010, le nombre d'enfants atteints de crétinisme par carence iodée est estimé à 2 millions de nouveaux cas chaque année. La carence iodée de ces régions s'expliquerait, le plus souvent, par l'érosion des sols dus aux anciens glaciers, et leur lessivage à la fin de la dernière ère glaciaire.
La répartition géographique du goitre endémique et du crétinisme correspond à la fonte de la dernière extension des glaciers, il y a 12 000 ans environ. Cependant, depuis les années 1980, on sait aussi que le lessivage de l'iode des sols pentus peut se faire en zone non montagneuse par la pluie, les crues et inondations. Il en est ainsi des vallées de fleuves inondables, Gange, Brahmaputra, Irrawaddy, où vivent de grandes populations agricoles, susceptibles d'être à risque de carence iodée. Le crétinisme dit sporadique est l'aboutissement d'une hypothyroïdie congénitale non détectée et non traitée. C'est la plus fréquente des maladies endocriniennes de l'enfant, avec une fréquence d'1 sur 2000 à 4000 naissances selon les études, 3500 en France. Il reste présent dans les pays ne disposant pas de structure médicale pour le dépistage et le traitement. Il s'agit ici du crétinisme dit historique, comme aboutissement d'une forme grave, d'évolution spontanée, non prévenue et non traitée. On peut observer tous les intermédiaires entre l'état normal et le crétinisme complet. La forme la plus grave se caractérise par un handicap mental profond, le malade est incapable de parler et de comprendre, menant une vie végétative entièrement dépendante. Dans les formes moins sévères, le sujet peut mener des activités mineures. Les anciens auteurs notaient un rapport inverse entre le volume du goitre et le retard mental, les crétins complets n'ont pas de goitre, tandis que les crétineux en ont un énorme. À cet état s'ajoute un anisme disharmonieux avec déformation des os longs, et de la colonne vertébrale, démarche de canard et faiblesse musculaire. La tête est large avec un visage rond, faciès lunaire, sur un cou assez court. La mandibule est petite, avec macroglossie et protrusion, grosse langue dépassant de la bouche. Il existe de nombreux problèmes dentaires, dont la malocclusion dentaire, problème lié entre autres à une persistance de la première dentition, et un retard d'éruption de la dentition définitive. La voix est éraillée, le parler est lent et monotone. Il peut exister une apparente obésité due en grande partie à une infiltration des téguments, le myxodème, ou au contraire une maigreur avec peau ample et ridée. La peau est sèche et rugueuse, le teint est livide, brun ou jaunâtre. Dans le courant du XXe siècle, jusqu'aux années 1970, la recherche clinique s'efforce de détecter les signes d'alarme dès les premières semaines, notamment un ictère néonatal prolongé, plus de 8 jours, des troubles du comportement, enfant trop sage, sans pleurs ni cris, dormant trop et remuant peu, des troubles digestifs, tétée lente et laborieuse, constipation tenace. Au 2e mois, l'enfant ne sourit pas, au 3e il ne tient pas sa tête. La courbe de poids est normale, mais celle de la taille accuse un retard constant. Les fontanelles restent largement ouvertes.